Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de cette édition économie, le Togo est l'un des 3 pays de l'UEMOA qui ont réalisé le plus de profits selon un rapport de la BCEAO. Le pays a généré un revenu de 300 milliards de francs CFA grâce au commerce. Les détails dans ce journal. Aussi, depuis plusieurs semaines, le Togo est confronté à des coupures d'électricité fréquentes qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne des Togolais ainsi que sur l'économie du pays. Le point sur la situation dans un instant. À Dakar est l'effervescence à l'approche des élections présidentielles sénégalaises avec des citoyens et des commerçants soutenant divers candidats. Les experts politiques soulignent l'importance du vote des jeunes dans ces élections. Nous y reviendrons. Un point sur la situation au Soudan, un accord humanitaire entre le gouvernement militaire et les agences de l'ONU est rejeté par les forces de soutien rapide. Par ailleurs, le programme alimentaire mondial des Nations Unies émet une alerte. D'autres précisions tout de suite. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Le Togo fait partie des 3 pays qui ont fait le plus de bénéfices dans l'espace UEMOA. D'après un rapport de la BCEAO, le Togo a fait une recette de 300 milliards de francs CFA dans les échanges de produits énergétiques, de matières plastiques et des animaux vivants, entre autres. Le Togo est l'un des pays qui fait le plus de bénéfices dans l'univers UEMOA. D'après un rapport publié le 27 février dernier, le Togo fait partie des 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui font le plus de bénéfices dans les échanges de produits énergétiques, le ciment, les matières plastiques, les graisses et huiles et les animaux vivants, représentant en moyenne la moitié des échanges commerciaux au sein du regroupement économique régional. D'après des données de la CEDEAO, durant la période 2017-2021, le Togo affiche un solde de plus de 300 milliards de francs CFA en moyenne par an dans les échanges avec les pays de la sous-région. Rappelons que selon les mêmes données, le Togo fait partie des principaux fournisseurs du Burkina Faso sur les 5 années d'études, à savoir de 2017 à 2021. Depuis plusieurs semaines, le Togo est confronté à des coupures intempestives d'électricité qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne des Togolais ainsi que sur l'économie du pays. Tous les secteurs d'activité en souffrent. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet afin de découvrir les défis auxquels sont confrontés les Togolais quotidiennement en raison de cette situation. Franchement, faire du délestage, c'est quelque chose qui laisse à désirer. Vous êtes en train de faire un travail et subitement c'est coupé, ça paralyse les activités. Tel est le rythme auquel vivent les Togolais depuis des semaines déjà. Les délestages intempestifs qui surviennent à n'importe quel moment de la journée et qui peuvent durer 6 heures ou 8 heures, voire 12 heures et des fois 24 heures, influencent directement l'économie du pays. Les activités économiques sont au ralenti au quotidien. J'ai un moulin. Quand il y a des lestages, je n'arrive à rien faire. Je suis meunier. On m'a installé mon moulin, mais avec les délestages, comment vais-je faire pour payer ceux à qui je dois? Tout cela devient une charge pour moi. Depuis ce matin, c'est maintenant qu'on donne le courant. Toutes ces situations peuvent faire en sorte que même quelqu'un sous oxygène puisse mourir. Les délestages impactent les activités économiques. En conséquence, les chiffres d'affaires régressent. Je fais de l'élevage. J'ai une couveuse. Sur une vingtaine ou je sais pas, une trentaine d'œufs, à peine on a 5 éclosions dues aux coupures de courant qui affectent sérieusement en fait la couveuse avec les destructions de matériel, etc. Cette situation de délestage affecte aussi certains élèves et certains étudiants. C'est vrai, il y a des élèves qui se plaignent beaucoup, mais il faut dire qu'il y a d'autres aussi qui profitent pour revenir sans faire et dire que voilà, il y a des délestages et tout. Selon le ministre de l'économie et des finances, cette situation de délestage est due aux impayés des services publics. Ce vendredi a lieu la journée internationale de l'eau. L'objectif est d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle. Cependant, au Togo, l'accès à l'eau et surtout potable demeure une préoccupation majeure. Le constat de Bernard Quinvy.
Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Ce constat est malheureusement vrai également au Togo. L'affluence autour des puits, des forages publics, toute une journée n'est plus à démontrer. Femmes et enfants s'affairent pour remplir les bassines ou les bidons. À Lomé, tout comme à l'intérieur du pays, l'eau est devenue une denrée rare et même de qualité douteuse. Pour les forages, vraiment c'est un gros point d'interrogation. Les hommes ont des forages, ça fait un an, ils ne nettoient pas le tank. Donc les dépôts des verres, des trucs là se déposent et ça peut infecter les gens. Or, pour la régie, de temps en temps, ils lavent ça, ils entretiennent ça avec le chlore. Dans notre quartier, nous n'avons pas de l'eau. La fontaine publique est fermée depuis des années. Souvent, nous payons de l'eau de forage. Nous demandons aux autorités de nous installer des fontaines publiques. Par exemple, nous avons aussi des problèmes d'eau dans notre quartier. Pour avoir l'eau de la TDE, il faut se lever tôt et aller à la pompe. L'eau sort de la pompe par goutte. Moindre pluie, l'eau de la pompe change de couleur. C'est difficile pour nous. À ce jour du 22 mars, où la communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'eau, la problématique de l'accès à l'eau potable et la gestion durable des ressources en eau sont toujours d'actualité et restent un défi à relever. Le thème de cette année, je cite, « L'eau pour la paix », résonne profondément avec la situation actuelle de notre monde. Il nous rappelle que la gestion équitable et durable de cette ressource vitale est indispensable pour prévenir les conflits et favoriser la paix et la sécurité. Le gouvernement togolais, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, s'est engagé solennellement à œuvrer sans relâche pour garantir un accès universel à l'eau potable et à des services d'assainissement de qualité pour tous nos concitoyens d'ici 2030. Plusieurs autres actions doivent être menées sur toute l'étendue du territoire national afin de fournir de l'eau potable à toutes les couches de la population. La page internationale à présent, le chef de la diplomatie togolaise Robert Doucet était récemment à Washington pour un tête-à-tête avec Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des États américains. Leurs discussions ont porté essentiellement sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Reportage. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, a parlé de l'atmosphère politique qui règne au Togo, de la sécurité ainsi que de la lutte incessante contre le terrorisme, puis de la situation actuelle en Haïti à son collègue Louis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des États américains OEA. En tant qu'observateur permanent au sein de l'OEA, le Togo contribue à l'élaboration des politiques régionales, à la promotion de la coopération et au développement des Amériques. Le ministre Doucet a profité de son séjour à Washington pour participer à une discussion organisée par l'Institut Hudson. Il a par la même occasion invité Louis Almagro au prochain congrès panafricain prévu en octobre prochain à Lomé. La mission principale de l'OEA est de promouvoir la coopération et le développement dans toutes les régions. Elle compte à ce jour 35 États membres représentant l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, le Cuba étant exclu en 1962. La rencontre entre les deux diplomates avait eu lieu le 19 mars 2024 à Washington. C'est l'effervescence à Dakar alors que les élections présidentielles sénégalaises approchent. Les citoyens et les commerçants aspirent à une amélioration en appuyant divers candidats pendant que les experts politiques mettent en avant le rôle crucial du vote des jeunes dans ce scrutin. Les détails dans ce qui suit. Les rues de Dakar sont en effervescence à l'approche des élections présidentielles sénégalaises. Le pays d'Afrique de l'Ouest a récemment connu des semaines de manifestations violentes après le report du scrutin. Les commerçants de ce marché au tissu à Dakar espèrent voir leur candidat ou leur candidate préférée à la tête du pays. Nous avons confiance en Diomaye. Il va nous aider pour que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour aller vivre à l'étranger. Ce qu'ils cherchent là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais il nous manque un bon dirigeant. Si un homme peut être élu, une femme
femme peut l'être aussi. Les hommes mettent leurs pantalons, nous mettons nos jupes. Nous, les femmes, devons nous organiser. Nous pouvons réunir toutes les femmes. Tout ce que les hommes entreprennent, les femmes peuvent l'entreprendre aussi. Anta a les épaules pour ce poste. Babacar Ndiaye, analyste politique au sein du groupe de réflexion Wati, basé à Dakar, estime que le vote des jeunes sera décisif lors de cette élection. Le Sénégal est un pays qui est composé majoritairement de jeunes. 75% de la population a moins de 35 ans. Donc la question de l'économie, la question de l'emploi, la question de création d'industrie, ce sont des questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de cette élection présidentielle. L'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le dimanche 24 mars 2024. Ce sera la 12e depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants. Les camps des réfugiés surpeuplés de l'Est du Tchad sont en crise avec plus d'1 million de personnes risquant de perdre l'accès à l'aide vitale. Aussi, la guerre au Soudan a déplacé des millions de personnes et les Nations Unies avertissent que le conflit pourrait entraîner la pire crise alimentaire mondiale. Les précisions dans ce qui suit. Les camps de réfugiés surpeuplés de l'Est du Tchad sont sur le point de manquer d'aide. Plus d'1 million de personnes risquent de ne plus avoir accès à une aide vitale si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. CRS et Caritas Mongo nous ont donné ce qu'ils pouvaient et ils nous soutiennent. Que Dieu les bénisse. C'est la deuxième fois qu'ils nous apportent de la nourriture. La guerre dévastatrice qui oppose les généraux au Soudan a tué plus de 13 000 personnes et en a déplacé plus de 8 millions. Au Tchad, le nombre de réfugiés n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Les ONG doivent désormais rationner les vivres. On leur donne ici, vous voyez, on est en train de distribuer les tickets, les tokens, c'est pour juste que les choses soient un peu claires. Vous savez, ici, dans le bloc ici où nous distribuons, nous, on fait la distribution d'une façon un peu ciblée. Selon Marie-Josée Alexander, coordinatrice humanitaire au Tchad, les réfugiés ont un besoin urgent d'eau, de nourriture, d'abri et d'installations sanitaires de base pour éviter la propagation de maladies. Avec un accès limité à l'eau, les maladies d'origine hydrique, telles que la diarrhée, le choléra et d'autres maladies liées à la surpopulation et au manque d'accès à l'assainissement sont très fréquentes. Les Nations Unies ont averti que le conflit est en passe de devenir la pire crise alimentaire au monde. 18 millions d'habitants du Soudan sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont rejeté un accord entre le gouvernement militaire et les agences de l'ONU visant à acheminer l'aide humanitaire vers Darfour. Les détails. Le groupe paramilitaire soudanais des forces de soutien rapide, RSF, a rejeté un accord entre le gouvernement militaire du pays et les agences des Nations Unies. Cet accord vise à acheminer l'aide humanitaire dans la région du Darfour par un nouvel itinéraire contrôlé par l'armée soudanaise. Mais le RSF, qui contrôle la majorité du Darfour, a déclaré que les agences de l'ONU ne l'avaient pas consulté au sujet de cette livraison. Le groupe paramilitaire a également accusé l'ancien régime extrémiste de tenter d'introduire clandestinement des armes au Darfour, une allégation à laquelle le gouvernement militaire n'a pas répondu. De hauts fonctionnaires des Nations Unies ont déclaré que la guerre civile au Soudan était l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire récente et qu'elle pourrait déclencher la plus grande crise de la faim au monde. Le mois dernier, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré qu'il n'avait pu fournir une aide vitale qu'à 10% des personnes dans le besoin dans les régions impliquées dans le conflit, comme le Darfour. La présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, Nasiwe Nakisan Kakula, prend un congé spécial suite à une enquête sur les allégations de corruption lorsqu'elle était ministre de la Défense. Elle est soupçonnée d'avoir reçu des millions de rentes de pots de vin d'un ancien entrepreneur militaire. Reportage. La présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, Nosiviwe Mapisang Kakula, a déclaré jeudi qu'elle prendrait un congé spécial à la suite d'une enquête sur des allégations de corruption à l'époque où elle était ministre de la Défense. Des enquêteurs ont perquisitionné son domicile mardi sans fournir plus de détails sur l'affaire. Mapisang Kakula, qui a été ministre de la Défense de 2012 à 2021, a nié avoir commis des actes répréhensibles. Compte tenu de la gravité des allégations et des spéculations médiatiques qui en découlent, j'ai décidé de prendre un congé spécial de mon poste de présidente de l'Assemblée nationale avec effet immédiat.
a déclaré Mme Mapisa Nkakula dans un communiqué. Mes avocats ont toutefois informé de manière proactive l'autorité nationale des poursuites de ma volonté d'obtempérer si besoin, a-t-elle déclaré. Selon la chaîne publique sud-africaine SABC, Mapisa Nkakula est soupçonnée d'avoir reçu des millions de rentes en espèces à titre de pot de vin de la part d'un ancien entrepreneur militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.